pour cette fois, je suis avec Nora Chaouch. Nora, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour, merci. Je t'en prie. Donc, toi aussi, tu écris beaucoup. Tu écris dans un genre qui rassemble pratiquement tous les genres, la nouvelle, le roman, la poésie. Et donc, tu as déjà pas moins de 3 livres, je crois, bien sûr, d'autres sont en chantier. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Collier d'Entre-Rives, et donc qui raconte une histoire un peu, si ce n'est pas beaucoup, bouleversante quand même. Hein. Donc c'est une fille qu'on oblige à quitter un pays et qu'on oblige à rester dans un autre. C'est quoi cette histoire? Alors c'est l'histoire de Lila, voilà, c'est un personnage fictif, mais qui sort d'histoires vraies. D'expériences vécues par d'autres femmes, peut-être Oui, voilà. plusieurs fois, Oui, bien sûr. Oui, on le voit par l'association Voix de Femmes, Oui. voilà, qui est confrontée à plusieurs situations de la sorte. Donc Lila, dans les années 90, se retrouve renvoyée en Algérie par ses parents. Donc elle a été piégée. On lui a fait croire que ses grands-parents étaient un peu malades, voilà. Et puis qu'elle irait que pour les vacances d'été. Et elle se retrouve séquestrée dans une petite cabane. Donc un jour, son cousin, avec la complicité de son cousin, elle réussit à fuir. Donc il a réussi à trouver des sous et un chauffeur de taxi. Donc elle se rend à l'ambassade de France, à Alger, Oui. où elle aura l'aide d'un employé, M. Beau. Oui. Et elle devra prouver son identité, puisque pour pouvoir quitter l'Algérie... elle n'avait plus ses papiers entre les mains? Non, elle n'avait plus ses papiers, ses parents les ont confisqués, donc ils l'ont laissée comme ça. Elle était résidente, elle avait une carte de 10 ans, normalement, qui était encore valable. Hein. Oui. Elle est restée séquestrée plus de 3 années. Et donc au moment où elle arrive à prouver son identité, l'employé lui annonce, puisqu'il se renseigne, qu'elle ne peut plus quitter le territoire parce qu'entre la France et l'Algérie, il y a des conventions. Il y a une nouvelle loi ou c'est la loi carrément qui existe, qui est ainsi? C'est la loi qui est encore ainsi. Oui. Des jeunes, filles ou garçons, qui vivent en France et qui se retrouvent renvoyés au pays. S'ils passent plus de 3 années consécutives là-bas, ils ne pourront plus revenir, même si leur carte de résident est encore valable. Mais la ministre aux droits des femmes, oui. Qui est venue rendre visite et qui a écouté les filles qui ont été victimes de violence de la sorte, donc travaille pour changer la loi. Oui, oui, donc il y aura une loi normalement au mois de mai qui va sortir, qui pénalise les parents qui font ce genre voilà. De séquestration, oui, on va dire. Et ses parents donc la renvoient au pays des ancêtres parce qu'elle avait une relation avec quelqu'un d'une autre culture. Voilà, exactement. Ce qui se retrouve, c'est souvent parce que ces filles choisissent leur partenaire. Il peut être africain, français ou d'autres pays. Et c'est vrai que ça pose un problème à la famille puisque ça fait jouer la question de l'honneur, voilà, qui est centrale. Est-ce que ces histoires étaient plus nombreuses il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans qu'aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est la même chose? Il n'est pas possible. Bon, il y a une étude là qui a été faite par l'INED, l'Institut national voilà, aux études démographiques. Et qu'est-ce qu'elle révèle, cette étude? Pour l'instant, il n'y a pas la synthèse. Voilà, elles ont... Parce qu'on aurait tendance à se dire que les mentalités évoluent dans ce sens. Là, on ne peut pas trop mesurer parce qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de filles qui se manifestent? Parce que je pense que ça a toujours existé. Beaucoup ont subi ces violences, mais n'ont pas pu en parler. Voilà, les associations n'existent pas depuis. Et toi, en tant que femme, quand même, dont les parents viennent de Kabylie, bien sûr, et donc, comment est-ce que tu perçois ce désir de ne pas permettre une relation de sa fille avec des gens d'une autre culture?
c'est compliqué pour les deux parties, hein, que ce soit pour les familles qui ne comprennent pas voilà, ce qui se passe concernant la jeune fille ou le jeune garçon. Et c'est compliqué aussi pour ces jeunes qui le vivent comme une violence, hein, le refus. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui ont du mal mais à l'instant d'aujourd'hui, le monde est presque un village. Oui. On peut essayer de comprendre l'autre. On a une idée sur ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, avec les médias, avec les télévisions. Oui, hein. mais il y en a qui n'arrivent pas à dépasser les propres violences qu'ont subies ces personnes, qui les passent aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé leur propre histoire et du fait de cette situation, ben, ils reproduisent sans savoir, hein, de manière aveugle, voilà, pour exister ou pour se rassurer. Je ne peux pas vous dire exactement oui, mais les raisons. Je te pose la question comme c'est ça en tant que femme et en tant compliqué. qu'écrivain. Moi, je peux pas. Bien sûr, Voilà, il faudrait des études et voilà. un Moi, je recul. pense qu'il faudrait des études anthropologiques qui permettent de défaire en fait ce qui a amené à ces systèmes de pensée, d'organisation de société, et puis sensibiliser les familles. Ceci dit, on peut dire aujourd'hui, hein, en France, qu'il y a une crispation identitaire de part et d'autre. Hein. En plus, Elle oui. est visible, Oui, hein, oui, oui. et il y a de moins en moins de mixité sociale. Oui, hein. oui, On oui. peut le voir pratiquement dans n'importe quelle C'est-à-dire ville que les de France aujourd'hui. Oui. C'est vrai que les jeunes se retrouvent à travers une religion, ils n'ont plus une langue ou une culture. La religion elle-même devient, dans des cas, une identité. Voilà, d'où ces situations où vous voyez par exemple des jeunes filles qui se retrouvent dans la légitimité, hein, de vouloir épouser par exemple un Africain qui vient de culte musulman. Oui, de religion musulmane. Voilà, oui. oui. Et oui, c'est vrai qu'il y a ce réflexe identitaire puisqu'il y a un sentiment. C'est vrai que les médias n'aident pas du tout à intégrer ces jeunes. J'aime pas le mot intégrer d'ailleurs, à faire une place à ces jeunes. Tout à fait. Avec tout ce qu'ils peuvent apporter, puisqu'ils sont quand même, ils portent une richesse, Bien sûr, et bien donc sûr. qui pourrait permettre de développer ce qui existe déjà sur le territoire. C'est tout un système qui peut-être ne favorise pas les échanges fructueux entre les uns et les autres, hein, y compris les médias. Moi, je pense qu'il y a une manipulation des médias qui pousse à la haine. Je veux dire, on va vers une islamophobie, hein, avec ces questions. Dans des cas, elle existe bien sûr, cette islamophobie, bien sûr. On pointe du doigt l'histoire du foulard, on pointe du doigt les mosquées, on pointe beaucoup de choses du doigt, alors qu'on oublie les SDF. Je veux dire, économiquement, voilà, on cache des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, ou qu'on ne veut pas résoudre économiquement, par des faux problèmes, voilà, peut-être. C'est une politique de faire montrer toujours l'étranger responsable des maux de l'Europe, pas seulement de la France. Oui, mais on a connu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il y a quelque chose oui. Il y a des relents. Mais donc, il y a toujours une solution, et puis l'écriture aide à trouver des solutions, la poésie aussi. Et tu voulais nous lire un passage de ton livre Collier d'Entre-Rives. Tu peux le faire. J'ai connu beaucoup d'histoires, celles des disparus. J'en ai même inventé pour remplir mes nuits. En écrasant les olives, quand les noyaux roulaient dans la plante de mes pieds, les mots sortaient de mes oreilles. En braillant les grains de blé ou d'orge, des fils de paroles s'étendaient et repoussaient l'horizon. Ils s'étendaient jusqu'à frayer un passage à la lumière. En gardant les chèvres, j'ai chanté à contre-vent en espérant atteindre le soleil. J'ai toujours inventé des histoires, mais je n'ai jamais appris. Dans les métiers à tisser, j'ai enfilé des chemins de couleurs pendant que s'ouvraient les pétales de fleurs à la lumière. Je me représentais notre voyage. Sur le linteau, j'ai gravé un message pour chaque saison. Sur les amphores, j'ai tracé jusqu'à vider mes doigts de leurs pulsations. Je n'ai jamais appris, mais je sais lire les astres. Je sais lire dans l'écorce d'un arbre. Je devine l'éclosion d'une fleur, la naissance d'un être.
je sais où se trouvent tous les nids des abords. Je sais vivre, je sais être à la vie. Les ossements de mes jambes ne me figent. Ils trompent même mes yeux dans le noir. Mis en terre, ils sont encore en moi. Que l'air soit humide ou sec, des ondes traversent leur absence, celle des saisons que je reconnais à leur parfum, leur poids, leur maturité. Elles traversent leur absence encore en moi. Bravo, ce sont des mots qui portent la vie, hein, qui portent la belle saison des fleurs, des parfums, n'est-ce pas? Oui, alors là, ce sont des paroles de la grand-mère. Oui. Donc, Lila, pour se trouver de la force, donc pense à ce personnage qui l'aide À tenir le coup Voilà, dans ces moments difficiles. Oui, oui, oui. Et puis en même temps, elle est prise d'un sentiment de culpabilité en fuyant, puisqu'elle laisse une grand-mère qui n'a plus ses jambes, elle a été amputée, elle est dans la misère. Et c'est elle qui l'a éveillée, qui lui a fait prendre conscience qu'il ne faut pas accepter cette condition des femmes humiliées, niées dans leur humanité. Donc cette femme qui vient de France trouve en sa grand-mère pratiquement une féministe. Oui, oui, mais le féminisme n'est pas né en Europe ou aux États-Unis. Il existe depuis que les femmes Tout à fait, existent. depuis la nuit des temps, bien oui, sûr. Oui. Et toi-même, tu es retourné il y a quelques années en Kabylie, donc tu as fait un séjour du côté de l'Almizan. Alors, quelles sont les perceptions que tu retiens encore aujourd'hui de cette virée en Kabylie? J'ai beaucoup été touchée par l'accueil, la générosité, voilà, dans les gestes, dans les regards, dans les paroles. L'hospitalité des gens, leur simplicité peut-être. Oui, j'avais des appréhensions venant de... J'étais presque étrangère en venant, du moins en allant donc dans leur foyer. C'est pas évident d'entrer dans des foyers où voilà, il se passe des choses, ils ouvrent leurs portes. Je me sentais presque étrangère, peut-être intrusive, mais voilà, j'étais étonnée. Je me souviendrai toute ma vie de cette visite. Donc peut-être que tu ambitionnes aussi de refaire le voyage pour peut-être saisir un peu plus le pays, cette terre. Cette terre qui est magique quand même, non? Oui, c'est la terre de tes parents. Oui, de mes parents, de mes grands-parents, de toute la lignée. De tous les ancêtres. Oui, voilà, exactement. C'est une terre à laquelle je me sens très reliée, d'autant plus que, voilà, en écrivant, je retrouve cette langue qui me fait prendre conscience de sa richesse, puisqu'elle est très ancienne, elle est très ancrée. C'est l'une des plus anciennes langues, effectivement. Oui, donc elle me permet d'avoir des sensations que je ne pourrais pas... en fait, pour moi, l'écriture, on n'écrit pas seul, on écrit avec un peuple, on écrit avec une histoire, et justement, la langue kabyle porte beaucoup de sensations, de sensibles que je ne retrouve pas. Tout à fait, c'est une langue des fils de la terre, c'est une langue de la vie par excellence. Oui. Et on la retrouve vraiment bien dans toute sa splendeur poétique dans l'œuvre de Lounès Matoub que tu aimes écouter. Oui, lui c'est beaucoup, c'est vrai, dans sa voix, c'est très sensible, dans le grain de voix. Dans le rythme, il est juste, son texte est au plus juste du réel, il ne triche pas, il n'est pas dans les simulacres. Tout à fait, il n'a même jamais triché, Lounès Matoub. Toute sa vie a été sincérité parce qu'il y a des artistes... et dévouement à la culture kabyle. Oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont comme préoccupation de créer de l'effet. Voilà. Que lui... C'est un peu dans le superficiel. Exactement. Dans le paraître. Et donc, l'autre livre qui s'appelle L'étrangère française. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, c'est une écriture plutôt stratifiée. Donc, oui. Il est difficile de raconter son histoire. C'est un personnage donc, qui se retrouve en résidence universitaire, une femme, et qui cherche sa langue en écrivant en français à sa grand-mère qui est déjà décédée. Donc comme on est dans le récit, on a tous les pouvoirs. On peut imaginer parler aux morts. Et donc elle écrit aux morts pour retrouver sa langue. Voilà.
Ben c'est génial et je crois qu'il y a d'autres livres qui vont sortir, que tu nous donneras à lire bien sûr. Donc je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Et à la prochaine. Merci de m'avoir invité. Au revoir.